Jeux de la francophonie, la RDC remporte ses premières médailles, notamment en lutte libre et dans la jonglerie avec ballon. À suivre dans le journal le mot de la ministre de Culture et Arts qui encourage ces léopards culturels. Le gouvernorat du Kasaï-Centre-Oriental est scellé. Il n'y a pas d'entrée ni de sortie. C'est depuis lundi dernier que l'Assemblée provinciale a mis en accusation le gouverneur de province pour outrage et détournement des deniers publics. Clôture ce mardi du Forum économique RDC-Angola, placé sous le thème Partenariat économique pour une croissance partagée. Ces assises qui seront sanctionnées par la signature des plusieurs accords de coopération. Chaque 1er août en RDC, l'on célèbre la Journée nationale des parents. C'est aussi une occasion pour les Congolais de se recueillir devant les tombes des parents décédés. Coup d'État au Niger, le Burkina Faso et le Mali apportent leur soutien. Ils ont affirmé qu'une intervention militaire au Niger pour établir Mohamed Bazoum, président renversé par un putsch, serait considérée comme une déclaration de guerre à leurs deux pays. Bonjour et bienvenue à cette édition sur Télé 50. Ouvrons avec cette bonne nouvelle des 9e Jeux de la francophonie. La RDC rafle sa 2e médaille d'or après celle d'Andy Mukendi Kabea. En effet, l'athlète Arombo Issomi a offert lundi à la RDC sa 2e médaille d'or et de la compétition en battant le français Unkaev 6-2 en lutte libre, et le lutteur congolais a aussi remporté cette victoire dans la catégorie de 97 kg au gymnase de Tata Raphaël. Une 2e médaille d'or pour la RDC qui porte la marque du lutteur Mo Aron. Poussé par son public, ses coachs et son président des fédérations, les Congolais des 97 kilos s'est débarrassé de la plus belle des manières du français Unkaev 6-2. Quoi de plus normal? Réjouir l'athlète et son président des fédérations. Parce que j'ai une médaille d'argent, oui, j'ai médaille d'or. Tellement fort dans le moral. Ouais, fort dans le moral. Et puis, présent, il y a qui t'encourage. Présent, c'était une rate à salle. Donc, ça a bien, moyen de rater mon gros salaire. On a relevé le défi. Nous nous sommes dit que Félix Tshisekedi va sourire toute cette soirée. Et il est en train de sourire, je l'espère. Très heureux, le ministre des Sports et Loisirs, François Kaboulo Mwana Kaboulo, s'est montré reconnaissant vis-à-vis des acteurs. Non, je voudrais, au nom de tous les Congolais, remercier les 9 médaillés qui ont honoré la République démocratique du Congo. Beaucoup n'ont pas cru, mais les 9 médailles que je porte autour du cou nous rassurent que le sport congolais est en train de renaître. À l'issue de la journée du lundi, les totales des médailles glanées par la RDC s'élèvent à 9, dont 2 en or, 4 en argent et 3 en bronze. Justement, une autre première médaille congolaise dans le volet culturel au cours de ces Jeux de la francophonie, elle est de bronze. Celle-ci a été remportée par l'équipe de la jonglerie avec ballon lundi. La ministre de Culture, Arts et Patrimoine qui l'a annoncé au cours du briefing tenu hier à la salle des banquets du Palais du Peuple espère à plus de victoires lors des prochaines sorties des léopards culturels. Parmi la dizaine des médailles déjà remportées par la République démocratique du Congo, une provient de la performance de l'équipe des jongleurs avec ballon à l'issue d'un face-à-face lundi avec les Vietnamiens. Une victoire qui confirme la dimension culturelle élevée et diversifiée du pays. Je dois ici féliciter nos artistes qui ont vraiment essence de la créativité et de la création dans l'éthique, de l'originalité, dans la prestation, dans la finesse de l'exhibition. Le public a découvert un autre Congo à l'imagination créatrice. Assurée par la bonne préparation des léopards culturels, la patronne de la culture espère à plus de médailles lors des prochaines sorties. S'agissant de la polémique autour du désistement de Ferregola, le ministre de la Communication et Médias a appelé à la retenue. Il y avait une programmation des artistes qui a été faite et il y avait l'artiste Ferregola qui avait été prévu pour prester, je pense, le 4. Et je pense que l'artiste a été plutôt irrité par des commentaires inappropriés qui ont été faits, pour lesquels la direction des Jeux va tirer les conséquences pour éviter que ce qui est contraire à l'esprit des Jeux ne s'exporte finalement.
dans ces jeux que nous avons présentés comme les jeux de l'unité, le jeu qui montre l'espoir et la solidarité qui doit exister entre nous. C'est aussi l'occasion d'attirer l'attention des uns et des autres pour éviter d'apporter la polémique là où il ne faut pas l'apporter. Dans la suite du programme des concours culturels, la République démocratique du Congo espère rafler ce mardi des médailles dans le volet de la littérature nouvelle et de la création numérique, a dit Catherine Katougou-Fourara. Dans l'actualité également, la CENI a réceptionné plus de 23 000 candidatures pour les élections législatives nationales prévues au mois de décembre. Elle dit s'attendre au double de ces chiffres pour les élections provinciales et des conseillers communaux. Denis Kadima, président de la CENI, a fait l'annonce lors du cadre de concertation avec les mandataires des partis et regroupements politiques candidats à indépendance lundi 31 juillet. Conformément à son calendrier, la Commission électorale nationale indépendante s'apprête à convoquer l'électorat pour les élections des députés provinciaux et conseillers communaux du 20 décembre dans le strict respect du délai constitutionnel. Au cours de cette rencontre, avec les mandataires des partis et regroupements politiques, candidats et candidates indépendants, la centrale électorale a rappelé les cadres légaux et a présenté la procédure des dépôts des candidatures tout au long de cette étape. La CENI est prête à accueillir dans ce bureau de réception et de traitement des candidatures les candidates et les candidats aux élections provinciales et communales. La CENI a inscrit dans son calendrier l'élection des conseillers municipaux et c'est là plusieurs décennies. Il est important que vous n'attendiez pas l'ultime délai imparti pour présenter vos dossiers de candidature comme lors des dépôts pour l'élection des députés nationaux. Il faut savoir que la CENI a réceptionné plus de 23 000 candidatures aux législatives nationales et en attend plus ou moins le double pour les provinciales et les locales. Le temps est donc limité et le volume du travail est important pour la CENI. Pour les élections, les députés provinciaux et conseillers communaux, les bureaux de réception et traitement des candidatures seront opérationnels à partir du 3 au 22 août, conformément au calendrier de la CENI. Plus de 900 machines à voter, des motos, des batteries et des panneaux solaires ont été malheureusement consumés dans l'incendie qui s'est déclaré dans un entrepôt de la Commission électorale nationale indépendante à Bukavu. C'est dans ce contexte que le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje, a présidé une réunion du Conseil provincial de sécurité élargie. L'enquête étant en cours pour déterminer l'origine et établir les responsabilités. Ils ont également évoqué le contexte sécuritaire de cette province qui partage, vous le savez, des limites avec le pays agresseur. Une réunion du Conseil provincial de sécurité élargie, présidée par le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje Kassi, a réuni autour de lui le commandant des forces armées de la RDC au Sud Kivu, le nouveau commissaire divisionnaire de la police, la procureure générale près la cour d'appel du Sud Kivu, l'ANR, la DGM, le maire de la ville et les membres du gouvernement provincial concerné. De prime abord, l'autorité provinciale a présenté aux membres du Conseil le nouveau patron de la PNC, le général Roger Issio, récemment nommé par le chef de l'État. Dans le vif de la réunion, les échanges riches en couleurs ont porté essentiellement sur l'évaluation de la situation sécuritaire dans la province du Sud Kivu. Au cours de cette importante réunion, il a été constaté que la situation sécuritaire demeure relativement calme sur toute l'étendue du Sud Kivu, en dépit de quelques cas isolés. Le gouverneur a demandé aux membres du Conseil de définir les conditions d'une bonne collaboration entre l'armée, la police et la population pour vaincre toutes les manœuvres de l'ennemi qui tenteraient de déstabiliser le Sud Kivu, car, dit-il, le rétablissement de la paix totale dans les provinces de l'Est du pays est l'une des missions principales assignées par le commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale congolaise, le président Félix-Antoine Tshisekedi. L'autre point saillant de cette réunion, c'était l'incendie de l'entrepôt de la CENI situé dans l'enclos de la SNCC où quelques machines à voter, des motos, des groupes électrogènes, des batteries et des panneaux solaires ont été consumés par le feu. Une enquête est en cours à l'issue de laquelle les auteurs présumés seront sanctionnés. Cependant, quoi qu'il en soit, cela n'aura aucun impact sur le processus électoral en cours, à en croire le communiqué de la CENI. Peu après, le chef de l'exécutif provincial a reçu en audience une délégation de 3 bourgmestres. À leur côté, le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, le maire de la ville de Bukavu,
Ici, la problématique des cas d'incendie devenus récurrents était le seul point marquant cette audience. D'un ton ferme, le gouverneur a demandé à ses autorités urbaines de redoubler leurs efforts pour mettre fin à cette hémorragie dans la ville de Bukavu. Juste après, l'infatigable Théo Ngwabidje Kassi va retourner de nouveau dans la salle de réunion où il a échangé avec le partenaire ici des différentes agences humanitaires intervenant dans le domaine de la santé. Question de réévaluer le processus de vaccination contre la poliomyélite et d'autres maladies infectieuses qui touchent les enfants. C'est par une photo de famille que le gouverneur Théo Ngwabidje a bouclé sa journée. Et ici à Kinshasa, placé sous le thème partenariat économique pour une croissance partagée, la première édition du Forum économique RDC-Angola ferme ses portes lundi sous l'égide du Premier ministre Samalou Kondé. Pendant 2 jours, les parties congolaises et angolaises ont discuté des opportunités d'affaires dans le but de booster les relations économiques entre Kinshasa et Luanda. La partie congolaise prône un partenariat gagnant-gagnant qui profiterait au peuple congolais. Un communiqué final est attendu dans les prochaines heures. Entre-temps, on retrouve Christian Kalonji qui est sur place et nous fait le point. Oui, Amina, il faut dire que 2 jours ont donc suffi pour la partie congolaise et angolaise d'évaluer leur partenariat, notamment dans le secteur économique, lequel partenariat date de plus de 40 ans. Vous le savez, la République démocratique du Congo et l'Angola sont 2 pays frères avec un empire en commun, l'empire Lunda et l'empire Congo. Il s'agissait donc pour le participant à cette première édition du Forum économique RDC-Angola d'échanger sur les opportunités d'affaires, les investissements croisés entre les 2 pays, les synergies et complémentarité entre les 2 économies ainsi que les infrastructures transfrontalières. C'était donc une occasion de concrétiser la volonté exprimée par les 2 chefs d'État sur un partenariat gagnant-gagnant. À l'heure actuelle, il se tient donc une réunion entre les 2 parties à l'immeuble Intelligent pour être sur la même longueur d'onde. Nous attendons donc le communiqué final qui sera rendu public tout à l'heure. Voilà donc en gros ce que nous pouvons retenir jusqu'ici. Nous y reviendrons avec force et détails ce soir. Depuis Pullman Hotel, dans la commune de la Gombe, Christian Kalonji Kaloubi pour Télé 50. Poursuivons ce journal avec cette tentative de bannissement du cobalt congolais sur le marché international. La ministre des Mines, Antoinette Samba, fait une mise au point au travers d'un communiqué officiel. Selon elle, ces menaces sont faites pour irrégularité dans l'approvisionnement de cobalt. Dans ce même communiqué, Antoinette Samba note que la République démocratique du Congo recèle dans son sol et sous-sol diverses substances minérales dont le gisement peuvent être exploitées de façon individuelle ou artisanale selon les facteurs techniques et économico-financiers du moment. Les parents sont à l'honneur ce mardi à l'occasion de la journée internationale leur dédiée le 1er août de chaque année en RDC. Puisque cette journée concerne les parents morts et vivants, plusieurs Kinois se sont recueillis devant les tombes des parents décédés. Des milliers de Congolais, particulièrement des Kinois, s'y rendent ce mardi dans les différents cimetières de la capitale pour se recueillir devant le tombe de leurs proches décédés à l'occasion de la fête de mort et des parents célébrée le 1er août de chaque année. Toutes ces personnes qui ont fait les déplacements de lieu de sépulture sont allées d'une part saluer la mémoire des êtres chers disparus et d'autre part faire découvrir ces tombes aux proches qui ne les connaissaient pas. Au cimetière de la Gombe, des pleurs et des déchirements retentissent dans tout le coin, lancés par les membres des familles qui se souviennent de leurs proches déjà passés. De l'autre côté, une ambiance de deuil. Nous sommes venus vous rendre visite, maman. Nous vous aimons tant. Nous vous aimons tant, maman. Nous sommes là, tes enfants. Delon, Syriac, Dada, Pax. De part et d'autre, l'on constate l'apparition de marchés des circonstances, notamment la présence remarquable des vendeurs occasionnels des gerbes de fleurs et du matériel d'entretien en location pour le nettoyage des tombes. Occasion pour les familles d'entretenir ces derniers. Venir te souhaiter bonne fête des parents. Et en plus, nous sommes venus pour nous incliner devant ta tombe, là où tu reposes. Je sais que là où tu es en paix. Le cimetière de la Gombe, ce site qui regorge de tombes de nombreuses personnalités politiques, militaires et musicales ayant marqué l'histoire du pays, mérite
selon certains visiteurs, d'être réaménagé et transformé en site touristique du fait de son emplacement géographique en plein centre-ville. Ils exhortent également à l'autorité urbaine de réfectionner quelques cimetières de la capitale qui sont soit en état de délabrement avancé, soit butés à une situation d'insécurité due à la méconduite des populations environnantes. Ce mardi débute la semaine mondiale de l'allaitement maternel soutenue par l'OMS et l'UNICEF. Le thème de cette année est l'allaitement maternel exclusif et recommandé par l'OMS jusqu'aux 6 mois de l'enfant, puis poursuivi jusqu'aux 2 ans ou plus avec une alimentation complémentaire diversifiée. À cette occasion, les femmes sages de l'hôpital de référence de Kinshasa ont sensibilisé sur la question. C'est mardi 1er août marque les débuts de la semaine mondiale de l'allaitement maternel. Le thème de cette année mettra l'accent sur l'allaitement maternel et le travail, offrant une occasion stratégique de défendre le droit essentiel de la maternité. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'allaitement maternel exclusif est recommandé jusqu'à l'âge de 6 mois. Mais cela n'a toujours pas été le cas pour d'autres femmes. Je conseille toujours aux femmes à bien allaiter leur bébé dès la naissance jusqu'à l'âge de 6 mois. Le bébé doit bénéficier exclusivement que le lait maternel. En moins qu'il y ait un problème chez la maman qui ne permet pas que la maman puisse allaiter son bébé. Et là, je peux conseiller la maman maintenant de donner à son bébé le lait artificiel. Mais si la maman n'a pas de problème qui empêche qu'elle ne puisse pas allaiter son bébé, en tout cas, je conseille, puisque c'est très bénéfique pour le bébé, puisqu'il y a d'autres femmes qui pousseront des raisons, je suis trop occupée, ceci, cela, mais je lui montre vraiment l'avantage du lait maternel dans la vie de son bébé. Tout comme elle aussi, on avait pris soin d'elle, à l'allaitant, prenant bien soin d'elle. C'est pour cela qu'elle est ce qu'elle est, une personne utile dans la société. Cette semaine dédiée à l'allaitement maternel a pour objectif de sensibiliser davantage la société sur les bienfaits de l'allaitement maternel et les défis auxquels les mamans peuvent être confrontées. Quelques jours après sa prise de fonction, le nouvel inspecteur général de la police a réuni lundi tous les cadres. Le commissaire divisionnaire principal, Patience Mouchidiave, a tenu à rappeler à ses collaborateurs la mise en pratique de tous les acquis de la gestion de tous ses prédécesseurs. Le plus grand combat reste la lutte contre toute forme de tracasserie. Lors de cette première réunion de prise de contact avec ses collaborateurs, le nouvel inspecteur général de la police nationale congolaise a tenu à faire part du constat fait depuis sa prise de fonction. Le commissaire divisionnaire principal, Patience Mouchidiave, a loué la technicité du travail abattu par ses prédécesseurs. Ces acquis doivent être préservés. C'est à travers les constats et les directives que le directeur, les chefs de service que nous avons rencontrés ici, doivent suivre à la loupe pour que nous relançons des activités de l'inspection générale de la police nationale congolaise. L'inspection générale de la police doit avoir de bons inspecteurs. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Il ne faut pas que nous soyons des inspecteurs qui descendent dans des unités pour encore une fois tracasser la population au lieu d'être des modèles, au lieu de corriger ceux-là qui se comportent très mal. Voilà une des directives, qui est la directive mère même. Des directives ont été données aux directeurs et chefs de service pour le bon fonctionnement de la police, surtout en cette année électorale. L'IGPNC doit avoir des inspecteurs modèles, insiste Patience Mouchidiave, car, dit-il, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Après la première et la deuxième cohorte pour un total de financement de près de 650 000 $ américains en faveur de 41 entrepreneurs répartis en 4 provinces, le FOGEC est passé à la vitesse supérieure. Lundi, la troisième cohorte pèse 1 800 000 $ américains pour 15 provinces en faveur de 90 bénéficiaires. Suivez. L'agro-industrie, l'agro-pastoral, la technologie, l'industrie, tels sont les secteurs d'activité visés par le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo pour cette troisième cohorte, juillet 2023.
La satisfaction se lisait sur tous les visages dans la salle Capitole du Rotana Hotel où se sont mêlés entrepreneurs et quelques membres du gouvernement sur invitation du FOGEC. Jean-Lucien Boussa, qui représentait son collègue de l'entrepreneuriat empêché, a appelé les 90 bénéficiaires de ces financements répartis dans 15 provinces telles que le Kwilu, le Lualaba, le Kasaï ou encore le Nord Kivu d'en faire bon usage. À mettre en place les meilleures conditions possibles pour favoriser la performance de l'activité de petites et moyennes entreprises dans tous les domaines de l'économie. Il s'attelle à accompagner et valoriser l'entrepreneuriat congolais et susciter l'envie d'entreprendre dans le chef de nos jeunes, filles et garçons. Le patron du FOGEC, Laurent Muzemba, affirme avec beaucoup d'espoir, après un travail minutieux, avoir confié l'avenir du fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo entre les mains de cette génération. Son souhait, accomplir la vision du président de la République, Félix Tshisekedi, qui veut créer des millionnaires congolais. Mes vifs remerciements au président de la République, chef de l'État, qui ne cesse de manifester son engagement de créer une classe moyenne et forte en RDC, en promouvant et en soutenant les actions entrepreneuriales des Congolais. En 3 ans seulement, le nombre des bénéficiaires de ce fonds a été pratiquement multiplié par 10 et Laurent Muzemba veut soutenir jusqu'à 500 entrepreneurs d'ici là. Pour cette édition, Blanchard Kalankaka, qui évolue dans la transformation de l'eau potable, a gagné le gros lot de financement avec $50,000 américains. Le FOGEC cible exclusivement les entrepreneurs congolais. Ces prêts vont de $5,000 à $50,000 américains avec un taux de remboursement qui va de 5 à 8% de l'an pour une durée de 3 ans. Lancement officiel ce lundi par le gouverneur Jacques Kabula Katwe du Haut-Katanga de la formation initiale de 2500 magistrats dans la grande salle de l'Institut supérieur pédagogique ISP Lubumbashi. Cette cérémonie a connu la participation de plusieurs autorités judiciaires de la province, des formateurs et même les candidats concernés. Reportage de Jean-Marc Koulou. Par son discours, le gouverneur de province Jacques Kabula Katwe a donné le coup d'envoi de cette formation de nouveaux magistrats. Le chef de l'exécutif provincial a exhorté les candidats à cette formation à s'imprégner de la vision du chef de l'État et magistrat suprême Félix-Antoine Tshisekedi qui veut doter la nation d'une justice à la hauteur des attentes. Je voudrais vous rappeler qu'un homme et femme de droit, vous n'avez pas que la loi de votre côté pour rendre la vraie justice. Vous avez aussi la nation, vous avez aussi le peuple, et vous avez également les magistrats suprêmes de la République que vos décisions engageront d'une façon ou d'une autre. Sur ce, je déclare ouverte la session des nouveaux magistrats dits magistrats de l'État de droit. Je vous remercie. Bien avant cela, le premier président de la Cour d'appel de Lubumbashi et autres autorités judiciaires présentes ou représentées à cette cérémonie ont, dans leur mot des bienvenus, salué l'engagement du gouvernement provincial dans la vision du chef de l'État et ont remercié le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katwe, pour le soutien à la réussite totale de cette formation. Pendant 72 jours, ces candidats suivront cette formation des 37 modules, parmi lesquels l'éthique et déontologie, la lutte contre la corruption et blanchiment de capitaux et aussi la protection des personnes vulnérables. Cette formation sera suivie d'une période de stage de 9 mois pour être ensuite retenue et enfin affectée. Elle concerne 3 sites, à savoir Kinshasa, Lubumbashi et Bukavu. Au Kasaï oriental, il n'y a ni entrée ni sortie depuis ce lundi 31 juillet au cabinet du gouverneur. Des sources proches de ce cabinet indiquent que cet ordre serait venu du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, une semaine après la mise en accusation du gouverneur Patrick Mathias Kabeya par l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental. Selon les mêmes sources, les signes avant-coureurs se sont manifestés lors du retrait dimanche dernier de quelques agents de sa garde rapprochée. La mission du gouverneur du Kasaï oriental à Kabeya Kamwanga pour le lancement des travaux de la voirie urbaine a même été annulée ce même jour. Vous le savez, c'est depuis lundi dernier que l'Assemblée provinciale a mis en accusation le gouverneur de province pour outrage à la première institution provinciale et détournement des deniers publics. La ville de Kipese, dans le territoire de Lubero, au nord Kivu, dotée d'un bâtiment administratif moderne, un projet financé entièrement par la Fondation Julien Paluku. C'est l'autorité territoriale qui a reçu l'ouvrage ce lundi lors d'une cérémonie présidée par le coordonnateur de la Fondation JPK, le député national Alexandre Mouacha.
Il y a un peu plus de 3 mois, soit le 15 mars dernier, que le ministre Julien Paluku, au nom de la fondation qui porte son nom, lançait les travaux de construction de ce bâtiment inauguré ce jour par l'administrateur du territoire de Lubero et qui abrite désormais les services administratifs d'Ekipese, cette agglomération la plus élevée du pays en altitude, située à l'est du territoire de Lubero, au nord Kivu. Je ne peux qu'avoir un sentiment de joie en félicitant également la fondation Julien Paluku Kaongia, qui est pratiquement l'auteur de cette belle construction, de ces bâtiments que vous venez de voir également. 31 550 $ américains, c'est le montant global déboursé par la fondation JPK pour la construction et l'équipement de ce joli bâtiment qui s'ajoute à plusieurs autres infrastructures d'intérêt commun construites dans la zone par la même fondation, rappelle son coordonnateur, le député national, Alexandre Mouassa. Effectivement, la fondation Julien Paluku a plusieurs œuvres à travers la République démocratique du Congo. En dehors de ce bâtiment que nous venons d'ériger à Kipese, il y a un autre bâtiment que nous avons érigé au niveau de Kamandi pour l'administration locale. Il y a des ambulances, il y a des courbières que nous avons dotés de populations. Il y a plusieurs agglomérations. Satisfaction totale l'appelle la population de Kipese, bénéficiaire de cet ouvrage. Elle promet soutenir la vision sociopolitique de l'actuel patron de l'industrie congolaise. Pour que la population de Kipese vraiment puisse l'utiliser, et cela à l'intérêt de toute la communauté. La fondation Julien Paluku Kaongia s'investit depuis lors dans plusieurs activités de développement humain et collectif. Son président s'est dit heureux de contribuer au développement du pays à quelque degré qu'il soit. L'actualité en Afrique reste dominée par ce coup d'État au Niger. Dans un communiqué commun publié lundi soir, le Burkina Faso et le Mali ont affirmé qu'une intervention militaire au Niger pour établir Mohamed Bazoum président renversé par le putsch serait considérée comme une déclaration de guerre à leurs deux pays. Ils préviennent par ailleurs que toute intervention contre ce pays entraînerait un retrait du Burkina Faso et du Mali de la CEDEAO. Le point avec Héritier Tambois. La situation actuelle au Niger prend une autre tournure. Les Burkina Faso et les Mali se sont invités dans ces coups d'État entraînés par les putschistes, mettant en garde toute intervention militaire au Niger pour rétablir le président déchu, Mohamed Bazoum, alors que dimanche, les dirigeants de la CEDEAO avaient déclaré ne pas exclure un recours à la force si un retour complet à l'ordre constitutionnel n'était pas observé d'ici une semaine, position soutenue par la France, ex-puissance coloniale dans la région, accusée par les militaires qui ont pris les pouvoirs au Niger de vouloir intervenir militairement. Dans un communiqué commun publié lundi soir, les gouvernements du Burkina Faso et du Mali avertissent que toute intervention militaire contre les Niger serait considérée comme une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et les Mali. Ils préviennent par ailleurs que toute intervention contre ces pays entraînait un retrait du Burkina Faso et du Mali de la CEDEAO, ainsi que l'adoption des mesures de légitime défense en soutien aux forces armées et au peuple du Niger. Le gouvernement de transition du Burkina Faso et du Mali avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète, avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. La situation au Niger reste préoccupante. Depuis les coups d'État du mercredi 26 juillet, le monde a les yeux rivés sur la République du Niger, pays riche en uranium et le pétrole. Le gouvernement sénégalais a annoncé lundi la dissolution du PASTEF, le parti d'Ousmane Sonko, moins de 2 heures après son inculpation et son placement en détention pour appel à l'insurrection et complot contre l'État. Des manifestations contre l'incarcération de l'opposant ont eu lieu dans la journée à Dakar et à Ziguinchor et au moins 2 personnes sont décédées. Après l'inculpation de l'opposant Ousmane Sonko hier lundi par un juge qui a également ordonné le placement du leader du PASTEF en détention notamment pour appel à l'insurrection et complot contre l'État, Dakar et Ziguinchor sont en ébullition. Des manifestations populaires opposant les pro-Sonko à la police se sont poursuivies dans toutes les artères principales. On compte déjà 2 personnes tuées à Ziguinchor, principale ville de la Casamance, dans le sud du Sénégal, juste après le placement en détention du candidat à la présidentielle de 2024, Ousmane Sonko. À en croire le manifestant, la goutte qui aurait débordé le vase est la décision prise par le gouvernement sénégalais, annonçant 2 heures après l'inculpation des Sonko la dissolution du PASTEF, son parti politique. Ousmane Sonko, 49 ans, voit ainsi s'ouvrir une 3e procédure judiciaire
en son encontre qui risque de compromettre encore davantage sa participation à la présidentielle de février 2024, chose à laquelle l'homme refuse d'être le grand absent en dehors de sa condamnation du 1er juin à 2 ans de prison ferme dans une affaire de mœurs. Sonko avait encore été condamné en appel en mai à 6 mois avec sursis pour diffamation à l'encontre d'un ministre. Ses partisans parlent de beaucoup de bâtons dans les roues d'un jeune qui tente de changer la cour de choses dans son pays. On en vient au rappel des principaux titres. 9e jeu de la francophonie, la RDC remporte ses premières médailles, notamment en lutte libre et dans la jonglerie avec ballon. Vous avez suivi le mot de la ministre de Culture qui a encouragé les léopards culturels. Le gouvernorat du Kasaï oriental est scellé. Il n'y a pas d'entrée ni de sortie. C'est depuis lundi dernier que l'Assemblée provinciale a mis en accusation le gouverneur de province pour outrage et détournement des deniers publics. Clôture ce mardi du Forum économique RDC Angola, placé sous le thème Partenariat économique pour une croissance partagée. Ces assises seront sanctionnées par la signature de plusieurs accords de coopération. Chaque 1er août en RDC, l'on célèbre la journée nationale des parents. C'est aussi une occasion pour les Congolais de se recueillir devant les tombes des parents décédés. Coup d'État au Niger, le Burkina Faso et le Mali apportent leur soutien. Ils ont affirmé qu'une intervention militaire au Niger pour rétablir Mohamed Bazoum, président renversé par le putsch, serait considérée comme une déclaration de guerre à leurs 2 pays. Ne nous quittez pas, on revient tout de suite pour la revue de presse. Vous avez pris l'habitude de suivre tous les mardis Héritier Ntamboa qui nous fait la sélection aussi de ce mardi. Bonjour et bienvenue Héritier. Merci beaucoup Amina et salutations respectueuses à toutes ces personnes qui nous suivent de partout. Alors que nous rapportent les titres parus ce matin? Oui, la plupart des journaux reviennent sur les 9e Jeux de la francophonie lancés vendredi dernier à Kinshasa. Le journal Le Potentiel par exemple titre en sa manchette « Jeux de la francophonie à Kinshasa, preuve de l'audace d'un pays tourné vers l'avenir ». Ces quotidiens rapportent qu'après 2 reports liés notamment à l'apparition de la pandémie de Covid-19 en 2021 et 2022, Kinshasa, la plus grande ville francophone du monde, organise enfin les 9e Jeux de la francophonie. Ces tabloïds, Amina, notent que c'est devant plus de 80 000 spectateurs ayant pris d'assaut le stade de martyrs de la Pentecôte que le président de la République a donné les coups d'envoi de cette grand-messe culturelle et sportive du monde francophone. Pour EcoNews, Félix Tshisekedi joue et gagne en lançant avec pompe des Jeux de la francophonie. Cet hebdomadaire est d'avis que Kinshasa a mis tout le monde d'accord au regard de la réussite de la cérémonie d'ouverture. Le chef de l'État écrit ses portails. Il doit se sentir heureux après avoir déjoué tous les pronostics à travers le monde. Note ces journaux, tous saluent la dextérité du gouvernement congolais qui a mis les petits plats dans les grands pour réussir cet événement du monde francophone. En Chine, au moins 20 morts, dont des inondations à Pékin et la province du Hebei. Exactement. Puis j'en termine par là. France 24 rapporte que Pékin, voulais-je dire, et ses environs sont frappés depuis plusieurs jours par des pluies diluviennes et des inondations. Le bilan humain total dans la capitale chinoise ainsi que la province voisine des Hebei s'élève à 20 morts et une vingtaine de disparus. Selon France 24, Amina, des pluies torrentielles ont commencé à s'abattre sur la région. Samedi, en 40 heures seulement, la capitale a vu tomber l'équivalent des précipitations moyennes de tout un mois de juillet. Ces médias soulignent qu'avec 4 hélicoptères, un groupe de 26 militaires a acheminé ce mardi matin dans ces régions nourriture, eau, couverture ou encore vêtements des pluies à des voyageurs dont les trains a été bloqué en raison des intempéries. Nos confrères notent par ailleurs que la Chine connaît des conditions météorologiques extrêmes et des températures records cet été. Voilà qui met fin à notre revue de presse de ce mardi, Amina Bayombo. Merci beaucoup, Héritier. Et je vous en prie. Merci également de votre attention. L'actualité continue sur Télé 50. À très bientôt.
Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.